Garde sur table. Garde sur table de cette soirée, nous allons parler gratuité de l'enseignement. Pourquoi le gouvernement et aussi le syndicat pour l'Église catholique n'arrivent pas à s'attendre, à trouver un accord. Et on va parler état de siège. Est-ce qu'on doit continuer avec l'état de siège ou passer à revue cette décision du chef de l'État? Union sacrée, est-ce le gouvernement de Warrior arrive à répondre aux préoccupations de la population? Nous allons en parler cette soirée avec un invité spécial sur ce plateau, honorable Jean-Jacques Bamba, député national, élu de Kinshasa, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Alors, Jean-Jacques Bamba, on ouvre déjà notre débat. On commence avec cette question de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, ça fait déjà un mois que les élèves de l'école primaire n'arrivent pas à partir au cours. Pourquoi? Parce que jusqu'aujourd'hui, les enseignants réclameraient leur paiement. De l'autre côté, les élèves sont condamnés à ne plus étudier. Comment vous analysez cette situation? De prime abord, j'aimerais vous informer que j'ai déposé depuis le 1er octobre, ça fait aujourd'hui près de 40 jours, une question orale avec débat sur la qualité de l'enseignement. Parce que la mesure de la gratuité qui est consacrée dans la Constitution pose un sérieux problème. Le problème qu'il pose, c'est un problème lié à sa faisabilité, c'est-à-dire les contraintes budgétaires, mais aussi les contraintes de qualité de l'enseignement. Quelle est la situation? La situation est que vous avez deux catégories d'enseignants. Vous avez des catégories d'enseignants qui n'étaient pas, on va dire, prises en compte. Et vous avez aussi des enseignants qui étaient pris en compte via des contributions des parents dans les écoles conventionnelles. Le gouvernement de la République a pris la décision de mécaniser tout le monde et il a pris la décision de rendre l'enseignement primaire gratuit. Cela posait un problème dans la mesure où ceux qui enseignent dans les écoles conventionnées ont ce que moi j'appelle ici un droit acquis. Ça veut dire que c'est des personnes dont la rémunération tournait plus ou moins autour de 500 à 600 $. Et vous savez que les écoles conventionnées, lorsque vous prenez les statistiques, ça fait à peu près 50 ans, en termes de qualité et en termes de taux de réussite, ce sont les écoles les mieux gérées. Donc je parle ici à titre d'exemple de Boboto, de Bosangani, de toutes les écoles conventionnées que vous connaissez ici. Alors imaginez-vous la situation d'un professeur qui gagnait 600 $ et qui se retrouve à gagner 370 000 francs, ça veut dire l'équivalent de plus ou moins 180 $. Ce professeur qui avait des engagements, c'est-à-dire qui devait payer un loyer, qui avait des engagements vis-à-vis de son bailleur, des engagements dans sa vie, était organisé autour d'un revenu fixe qui était en droit pour lui. Le gouvernement, dans cette décision de gratuité, ampute plus ou moins 400 $ de son revenu, mais pire encore, c'est que cette personne se retrouve, en raison de l'accessibilité maintenant à l'enseignement, avec une charge de travail qui a doublé. Ça veut dire que pendant qu'il gagnait 600 $, il avait peut-être 30 élèves à gérer, et alors que maintenant il gagne plus ou moins 80 $, donc il est amputé de 400 $ de son revenu, il doit gérer 100 élèves. Gérer 100 élèves, ça pose un problème parce qu'en réalité, l'enseignant puisse connaître le nom de tous ses élèves pour un meilleur suivi. Aujourd'hui, la plupart des salles des classes, vous avez 80 à 70 élèves. J'ai pris plusieurs exemples dans ma question écrite, qui du reste a reçu un avis favorable du bureau d'études, donc j'attends qu'elles soient alignées. Malheureusement, ça prend anormalement du temps. Donc cette personne se retrouve dans une salle avec 100 élèves, et donc il y a le problème de la qualité de l'enseignement qui se pose. Donc il y a trois questions. La première question, avons-nous l'obligation de respecter la Constitution en cette matière? Oui, nous avons l'obligation. Ça, c'est une question qui ne se discute pas, parce qu'elle est inscrite dans notre Constitution. Mais la deuxième question qui vient à l'esprit, c'est de savoir, en avons-nous les moyens? Pour votre information, pour en arriver à cette gratuité, par exemple, le Japon, qui est un pays extrêmement riche, a pris plus ou moins 15 ans. C'est la même durée qu'a pris la France. Ça veut dire que dans notre pays, avec un budget qui est tout à fait serré, nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'assurer ce que les écoles conventionnelles assuraient aux enseignants. Ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui ne peut pas garantir à tous ceux qui ont été insérés dans les listings, tous ceux qui ont été mécanisés. Le gouvernement n'est pas en mesure aujourd'hui, ou l'État congolais n'est pas en mesure d'assurer 500 ou 600 $ à un professeur, dès lors que même nos policiers, même nos militaires gagnent beaucoup moins que ça. Effectivement. Donc, compte tenu de cette réalité budgétaire qui est une contrainte, je pensais, et je pense que c'est vers là que nous tendons, qu'il faut y aller par palier. Malheureusement, le ministre n'a pas eu beaucoup de tact.
Il s'est lancé dans une guerre contre les syndicats, pensant qu'il pouvait d'autorité décider de la reprise des cours, alors que les enseignants, eux, voyaient les choses d'un certain œil, parce qu'en réalité, vous savez, lorsque l'enseignant vient dans la salle de classe, qu'il ramène les problèmes qu'il a à la maison, qu'il ramène son mécontentement et sa grogne, vous êtes presque sûr que ce qu'il va donner comme enseignement ou ce qu'il va transmettre comme enseignement ne sera pas à la hauteur des attentes des parents. Remarquez qu'aujourd'hui, la qualité de notre enseignement a baissé sensiblement. Lorsque vous prenez les étudiants, les élèves qui finissent, qui ont même un diplôme d'État, la plupart d'entre eux sont incapables de faire 2 phrases sans qu'il y ait des fautes de français. Pas seulement à l'écrit, mais à l'oral aussi. Or, ça pose un problème parce que l'avenir de ce pays, ce sont ses enfants. Donc, si nous prenons avec légèreté la problématique de la qualité de l'enseignement et que nous nous attelons aux aspects quantitatifs, parce qu'en réalité, les défendeurs de la gratuité dans les conditions actuelles, qui sont des conditions d'incapacité de l'État, ces défenseurs disent que oui, les élèves ne pouvaient pas maintenant, tout le monde peut aller à l'école. Au fait, ils vont aller à l'école, c'est sûr. Et c'est une bonne chose. Avec quel pour apprendre quoi? Ah oui. Pour apprendre quoi et pour ressortir quoi? Est-ce que Jean-Jacques Mamba, aujourd'hui, vous avez évoqué cette guerre entre le ministre de l'EPST aussi que les enseignants accusent le ministre de ne plus de faire l'orgueil, c'est-à-dire d'être à la hauteur de ce qu'il, c'est-à-dire il veut imposer ce que les enseignants. Non, il agit de manière autoritaire, il est assez autoritariste dans son ton et dans son agir. En tout cas, je ne pense pas que c'est la meilleure méthode parce que le secteur qu'il gère, c'est un secteur qui est très sensible. Vous savez, même dans des pays très développés, lorsque le syndicat des enseignants se met en grève, on essaie de rencontrer au maximum ses préoccupations parce qu'en réalité, nous parlons de l'avenir du pays. On ne peut pas comprendre que pendant que, entre guillemets, l'enseignement est gratuit, qu'on interdise aux parents de contribuer pour la qualité de l'enseignement de leurs enfants, c'est-à-dire pour la motivation de leurs enseignants, qu'au même moment, vous disiez que pour l'enseignement à distance, les parents sont soumis à un paiement de 5 000 francs. Lorsque vous prenez les provinces concernées, Kinshasa, Bas-Congo, Congo central, Kinshasa, Équateur, il y a plus ou moins 9 à 10 provinces. J'ai fait les statistiques, vous avez plus ou moins 100 à 200 000 élèves qui sont concernés par 5 000 francs. Ça vous fait 2 500 000 que le ministre exige pour assurer l'enseignement à distance via la chaîne de télévision et on ne comprend toujours pas ce qu'il veut faire réellement. Oui. Mais en même temps, on interdit à ces parents-là de donner cette contribution pour motiver les enseignants qui vont transmettre la matière à l'avenir de ce pays. Mais le gouvernement s'est dit capable de prendre en charge tout. Non, il faut faire la part des choses. Le gouvernement est capable de prendre en charge à une certaine hauteur le paiement de tous les enseignants mécanisés. Ah oui. C'est un exploit, on va dire ça comme ça. Mais cette hauteur-là ne rencontre pas le minimum vital des enseignants et cette hauteur ne rencontre pas ceux qui avaient déjà des droits. C'est comme aujourd'hui, vous êtes dans une école, vous êtes dans une entreprise, même vous travaillez chez l'État et on vient vous expliquer que votre salaire sera divisé par 2. D'abord, le droit du travail ne le permet pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rabattre le salaire d'une personne. Ah oui. Donc déjà, à ce moment-là, vous violez le droit du travail. Il a aussi intentionnellement violé le droit à la grève, dès lors qu'il s'est proposé de démécaniser les enseignants qui ont refusé de prester. Il a menacé de les rayer des listings. Donc tous ces problèmes-là posés montrent bien que l'autoritarisme n'a pas payé parce qu'aujourd'hui, la grève continue. D'ailleurs, j'ai appris, et je vais quand même vérifier cette information, que maintenant, on propose aux parents de payer pour l'enseignement secondaire 150. Et je crois qu'on va finalement, 300 000 francs. Je crois que finalement, nous allons progressivement vers une contribution des parents minimale, ce que nous avions dit, c'est-à-dire essayer d'y aller par palier pour ne pas toucher la qualité de... Qu'est-ce que nous allons dire avec cette décision? Parce que dans les temps, on voyait les élèves de 7e, 8e, ce qu'on appelait première secondaire, 2e, ne pas payer et participer à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, une décision, 300 000 francs, au moins 150 $. Est-ce que doit-on dire que la gratuité est en train de boiter? Non, c'est-à-dire que la gratuité doit être un objectif. Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas un argument pour dire que nous, on a travaillé, on a mieux fait que les autres. Vous savez, lorsque vous gérez des dossiers sensibles, notamment des dossiers comme celui de la gratuité, qui touchent l'ensemble de la République, il faut non seulement du tact, mais de la responsabilité. Il ne s'agit pas ici d'être plus performant que les autres. Il s'agit ici de rester en phase avec 2 objectifs. Celui de l'accessibilité à l'enseignement, c'est-à-dire permettre au plus grand nombre d'aller à l'école, parce qu'on ne doit pas avoir des analphabètes, mais aussi et simultanément celui du maintien de la qualité. Vous savez, lorsque vous allez dans des pays comme les États-Unis,
L'université est un luxe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, lorsque vous avez fini, penser que tout le monde est destiné à aller à l'université parce que tout le monde n'en a pas les moyens. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que le savoir qui y est transmis, c'est un savoir qui a une certaine valeur et ceux qui transmettent ce savoir doivent être payés d'une certaine manière. Et donc, pour assurer que ces personnes-là donneront toujours le meilleur d'eux-mêmes, ce qui en va de soi avec l'avenir du pays, on met un certain taux de paiement qui est finalement une barrière à plus de 80% des Américains. Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne sont pas développés. Lorsque vous êtes aux États-Unis, l'accès à l'université n'est pas évident. Donc, ce que je veux aussi dire ici, c'est que nous devons concilier ces deux objectifs. En même temps, considérer que la gratuité pour tous nos enfants est un objectif, mais cet objectif n'est réalisable que dans les conditions du maintien de sa qualité. Et si ces conditions-là ne sont pas réunies, nous devons y aller par paliers, c'est-à-dire commencer à vérifier comment est-ce que nous rencontrons les préoccupations des personnes ou des enseignants qui avaient déjà un certain niveau de revenus et qui souhaitent le maintenir pour continuer à prester. Effectivement. Lorsque nous considérons que les 500 ou les 600 $ sont la norme, nous voyons maintenant dans ces écoles comment est-ce que les nouveaux mécanisés peuvent atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire on ne peut pas réfléchir de manière rétrograde en cherchant à baisser les salaires de ceux qui ont pendant 10 ans, 15 ans, qui travaillent dans ces écoles conventionnées, qui d'ailleurs statistiquement ont produit de très très bons résultats, les tirer vers le bas au lieu de prendre ceux qui ont 150, 200 $ et les amener vers le haut. Et si l'État peut déjà garantir, comme il le fait d'ailleurs maintenant, les 370 000 francs pour les enseignants, que l'État voit dans quelle mesure il peut d'abord monter lui-même, mais aussi permettre aux parents qui le souhaitent ou qui peuvent de contribuer pour que ces professeurs soient autant motivés que ceux des écoles conventionnées avant la situation de la gratuité. Avant la situation de la qualité, vous avez parlé que malgré qu'on pourrait avoir la gratuité de l'enseignement, ce qui est dit dans la Constitution, la qualité compte aussi. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on commence à mêler, que ce soit de gens politiques ou ainsi de suite, dans ces dossiers de la gratuité de l'enseignement. Beaucoup penseraient que c'est l'Église catholique qui gère plusieurs écoles, qui est en train de manipuler les enseignants, voire même les élèves, pour saboter la gratuité décrétée par le chef de l'État. Je pense que la gratuité conviendrait à tout le monde, en tout cas pour tous les parents. Prenons le cas des parents qui n'avaient pas d'argent ou des moyens pour scolariser leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont heureux que leurs enfants peuvent aller à l'école. Effectivement. Donc nous ne devons pas avoir deux camps ou monter les uns contre les autres en considérant qu'il y a des méchants qui veulent saboter la gratuité et il y a des gentils qui veulent qu'il y ait la gratuité. Ce qui devait nous ramener tous autour de la table, c'est la qualité de l'enseignement. Sans cette qualité, l'enseignement ne vaut rien. C'est-à-dire, l'enfant peut aller du matin au soir, comme on le voit maintenant, il y va, il rentre à 13h, il n'a rien appris. Donc dès lors que nous considérons que la qualité est l'épicentre de toutes ces discussions autour de l'enseignement, nous pourrons avoir des bonnes bases de discussion. C'est-à-dire voir dans quelle mesure nous la maintenons. Et effectivement, la qualité de l'enseignement est maintenue au travers du traitement des enseignants. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils sont traités, comment est-ce qu'ils sont rémunérés, d'une part, mais aussi quels sont les moyens dont disposent les écoles. Aujourd'hui, les écoles tournent avec 50 $ de frais de fonctionnement. Ça signifie que ces enseignants qui manifestent ne sont pas manipulés. Le problème, c'est juste la qualité. Non, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui gagnait 600 $ et qui se retrouve avec 300 $ a besoin d'être manipulé pour refuser d'enseigner? Mettez-vous à sa place. J'ai un loyer de 300 $, je gagnais 600 $. Aujourd'hui, je me retrouve avec 300 $, j'ai des problèmes avec mon bailleur. La plupart de ceux que j'ai rencontrés ont dû changer de maison. Pensez-vous que cette personne a besoin d'être manipulée ou cette personne est consciencieusement prédisposée à manifester son mécontentement dès lors que 40 ou 50, voire 60% de ses revenus ont été amputés? Je pense qu'il faut éviter le terrain de glisser vers, comme je viens de dire ici, cette confrontation entre ceux qui estimeraient qu'il y a un groupe de personnes qui seraient contre la gratuité et un autre groupe. Parce que c'est ce qui s'est dit au moins. On a vu les élèves. Je reste au centre. On a vu les élèves à la chambre basse du Parlement. S'il n'y a pas qualité, il n'y a pas gratuité d'enseignement. S'il n'y a pas qualité, l'enseignement ne peut pas être gratuit. Nous ne pouvons garantir la gratuité que si nous maintenons la qualité. Et si nous sommes incapables de maintenir la qualité, alors il est impossible. Ça ne sert à rien de voir des gens ou des enfants ou des élèves avec des diplômes qui ne représentent rien du tout. Vous savez, à l'époque, lorsque je grandissais, il y avait une école Boboto qui produisait vraiment des génies, des personnes très bien formées, qui nous ont représentés en France à l'époque.
il y avait une dictée en France et le deuxième dans cette dictée, devant des Français et devant des professeurs de l'université, c'était un Congolais de Boboto. Ça, c'est la fierté du pays. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui lorsqu'on proclame les examens d'État. Je vois des jeunes filles, des jeunes garçons, lorsqu'on leur pose des questions, ne serait-ce que sur les émotions qu'ils ressentent après la proclamation des résultats, vous sentez que sur 1 minute d'interview, il y a 12 fautes. Le problème, c'est pas aussi l'élève, parce qu'on parlerait qu'à Kinshasa, plusieurs distractions, les enfants n'arrivent pas à bien étudier, même si on leur accumule bien la matière. Effectivement, il y a ce problème-là. Il y a ce problème, par exemple, de la nuisance sonore. Il y a le problème de la prolifération des bars dans toute la République qui jouent du matin au soir et qui ont un impact sur la concentration des enfants. Il y a un problème des activités parascolaires. Ces problèmes-là existent. Mais ce que je dis aussi, c'est que je prends l'exemple de l'école comme Bobo Koli. Bobo Koli, qui avait 1800 élèves, se retrouve avec 4300. Moi, quand je grandissais dans les années 89-90, c'est là que j'allais étudier. 90-91, pendant l'après-midi, j'y allais étudier. Parce que lorsque vous avez 4300 élèves, même lorsqu'ils veulent reviser les cours, on va imaginer qu'ils se disent qu'il y a beaucoup de vacarmes à la maison, il y a des bars et ainsi de suite, qu'ils vont rester pour étudier. Si 40% ou 50% décident de rester à l'école, ça ne suffira pas parce que dans les salles, ils seront à 50. Alors que c'est une très très grande école et qui offrait la possibilité aux gens de venir étudier l'après-midi. Donc aujourd'hui que nous avons décidé de rendre gratuit l'enseignement, il y a des mesures d'accompagnement. Notamment, j'ai parlé ici du traitement des professeurs, mais il y a aussi le problème des salles de classe. On peut améliorer leur traitement. Mais toutes ces écoles qui recevront, comme Bobo Koli, de 1800 à 4300 élèves, plus de 2000 élèves de plus, il n'y a aucune salle qui a été construite. Donc il faudrait que le gouvernement ait un plan sur la durée pour, premièrement, rencontrer la préoccupation du traitement de ceux qui sont mécanisés, de ceux qui étaient conventionnés, essayer d'amener un équilibre qui soit convenable pour toutes ces catégories, mais aussi rencontrer la problématique logistique, la problématique de la salubrité. Lorsque dans une école, vous avez 4300 élèves, alors qu'il y avait 1800, et que dans cette école, lorsqu'il y avait 1800, il y avait 5 latrines, lorsque vous avez 4300, il faut qu'il y en ait 10 ou 15. Donc il y a des problèmes de salubrité et de santé publique qui sont posés. Il y a des problèmes de surveillance de nos élèves. Parce qu'aujourd'hui, avec le phénomène de plus en plus croissant de l'insécurité, on enlève les enfants et tout ça. Vous avez le même surveillant, le même personnel qui devait contrôler, si on avait 3, 4, 5, qui devait contrôler 1800 enfants, aujourd'hui ils sont appelés à contrôler 4300. Donc lorsque vous n'êtes pas en mesure en tant que gouvernement, et ça c'est mon point de vue, de répondre de manière certaine à toutes ces préoccupations de logistique, de traitement, de sécurité, de santé publique, vous ne pouvez pas décider unilatéralement d'aller vers une gratuité qui va finalement produire quoi? Une qualité de l'enseignement qui va aller de plus en plus au rabais, qui va poser des problèmes de salubrité, qui va poser des problèmes d'insécurité. Et finalement, vous aurez des élèves qui vont à l'école, mais pour ne rien apprendre. Est-ce qu'il ne faut pas oser pour bien avancer? Parce que l'État ne se gère pas par essai-erreur. Nous sommes en train de parler de l'avenir de nos enfants. Parce qu'on dirait, qu'il y a ceux qui ont la mauvaise foi. L'enfant a un diplôme dans les conditions d'une gratuité qui a posé problème de qualité. Il a déjà son diplôme, il doit aller à l'université. Même si vous améliorez par la suite, il va reprendre l'école primaire, il ne va pas la reprendre. C'est tout son avenir qui est en jeu. Je veux dire qu'il y a des questions pour lesquelles on n'essaye pas. Il y a des questions pour lesquelles on utilise du tact et on prend toutes ses responsabilités parce qu'il y a des questions épineuses et d'intérêt national pour lesquelles, comme je viens de le dire deux fois le gouvernement se voit, en écoutant le ministre de l'EPST, le gouvernement se voit dans d'autres choses capables de les faire, mais leur question, on a même écouté lors d'un point de presse, le ministre de l'EPST qui accusait directement l'Église catholique d'être derrière toutes ces choses qui sont en train de se passer. J'aimerais qu'on se dise les choses en face. Allons-y. Nous avons un État qui produit en termes relatifs, je parle des recettes de l'État, n'ont jamais atteint les 10 milliards de dollars depuis plus de 15, 20, 30 ans. Nous n'avons jamais atteint ce niveau-là de recettes. Okay? Aujourd'hui, pour garantir la gratuité de l'enseignement à un niveau raisonnable où vous avez plus ou moins 600 $ qui soient payés à un enseignant, il faut au moins 1,3 million jusqu'à 1,5 milliard de dollars par an. Mais nous tournons autour de 4, 5, 6 milliards et ce pays a beaucoup d'autres priorités. Donc nous devons être sincères avec nous-mêmes et se dire qu'effectivement, moi je ne suis pas contre la gratuité. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis contre. Problème, c'est la qualité. Je veux la considérer comme un objectif et je considère que sans la qualité, il ne faut pas s'empresser de rendre l'enseignement gratuit. Ah oui. Donc, à partir de ce moment-là, si nous en faisons un objectif,
que nous accroissons les recettes, nous pouvons y aller par paliers. Mais lorsque le gouvernement dit qu'il est capable, non, le gouvernement est incapable de payer 500 à 600 $ à un enseignant en République démocratique. Alors, lorsque vous parlez de paliers, vous voulez dire quoi par là? Je veux dire ceci, je donne un exemple. Supposons que dans une école, les parents contribuaient 500 $ à l'année. D'accord? Que le gouvernement veut contribuer, il peut dire, écoutez, quand vous payez 500 $ cette année-là, maintenant il y a une intervention du gouvernement, au lieu de payer 500 $, vous allez payer 400. Et peut-être l'année d'après, ils vous disent que vous allez payer 300. Et au mieux, les recettes vont s'améliorer. Au mieux, la situation du pays va s'améliorer. Vous pouvez aller crescendo par la diminution systématique de la contribution de parents jusqu'au point d'achèvement qui est contribution zéro. Mais ça va nous prendre du temps. Je viens vous donner l'exemple du Japon qui a pris plus ou moins 15 ans pour atteindre ce résultat. Donc il ne s'agit pas de faire la course. Il ne s'agit pas de faire de la démonstration. Il s'agit de vérifier dans quel secteur nous sommes, et nous sommes dans un secteur qui est hypersensible, et de savoir exactement, en toute responsabilité, ce que nous voulons faire de ce pays. C'est-à-dire, le jeudi n'était pas fait dans une bonne façon avant d'entamer la gratuité de l'enseignement. Je pense à mon avis, une décision que les questions de logistique, démonstration. Les questions de logistique. Ah oui. Les questions de logistique, je parle notamment des salles de classe et ainsi de suite. Les bancs et tout ce qui va avec. Les questions de santé publique. Parce qu'il y aura un accroissement en ce qui concerne l'accueil des élèves, il y a des questions de santé publique, les latrines, les questions de sécurité, les questions du traitement des professeurs, les questions des frais de fonctionnement de ces écoles n'ont pas été approfondies avec beaucoup de sérieux avant de conseiller à la gratuité totale de l'enseignement primaire. Ces choses-là n'ont pas été avec minutie étudiées pour y arriver. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous avez évoqué, un mois, les enfants ne partent pas à l'école, quelle solution trouver? Est-ce que le gouvernement doit fléchir, les enseignants aussi devraient comprendre le gouvernement, ou bien on doit revoir cette décision de la gratuité d'enseignement parce qu'on est en train déjà de revoir? Comme c'est un objectif national, toutes les parties prenantes aux discussions doivent faire un effort. Les enseignants des écoles conventionnées doivent en fournir. Le gouvernement doit fournir. Vous parlez de l'Église catholique, elle doit en fournir. Mais le nœud, c'est la discussion. Et de regarder la réalité en face. Si aujourd'hui nous en arrivons à dire qu'il faut payer 300 000 francs, ainsi de suite, c'est parce qu'à un certain moment, ils ont vérifié, ils ont constaté que la réalité est beaucoup plus difficile que les prétentions. Ah oui. Parce qu'on peut avoir des prétentions, on peut avoir des ambitions, on peut avoir des projets, des envies en tant que gouvernement, mais les matérialiser pose problème dans la mesure où il y a des obstacles qui sont liés, si vous voulez, à la réalité de terrain. Et la réalité de terrain aujourd'hui est que vous n'allez pas forcer un enseignant à bien enseigner lorsqu'il est mal payé. Vous n'allez pas obliger l'Église catholique à vous céder ses bâtiments, parce que j'ai même entendu le ministre dire qu'on allait réquisitionner toutes les écoles conventionnées. Mais bon, les catholiques ont dit on va vous donner les écoles, mais on va garder nos bâtiments. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a les infrastructures pour aller dans cette direction? Est-ce qu'on doit faire ce genre d'échanges en ce moment où on veut qu'on puisse tenir la gratuité? Parce que ces genres d'échanges, est-ce que ça aide? Il s'agit de nos enfants. Aujourd'hui, nos enfants commencent à s'intéresser à la politique. Nos enfants sont venus au Parlement. Nos enfants chantent, crient et font des marches pour demander simplement au gouvernement de faire en sorte que les cours reprennent. Qui ont été manipulés. Nos enfants ne devaient pas être pour arriver au Parlement. Ils ont été manipulés parce qu'ils n'étaient pas en classe. Pourquoi ils ont été manipulés? Parce qu'il y a eu une opportunité. Est-ce que c'était... On connaît que c'est leur droit de réclamer parce qu'ils ne partent pas à l'école. Est-ce qu'ils devaient marcher pour les enseignants, Jean-Jacques Mamba? Il y a eu une opportunité de les manipuler. Et ceux qui les ont manipulés, si tel est le cas, ont eu l'occasion de le faire parce que cette opportunité était présente. Les enfants sont allés à l'école, les enseignants n'étaient pas là. Les enfants partent à 8h, ils rentrent à la maison à 13h. Donc s'ils devaient être manipulés parce qu'il y a un vacarme, il y a un tohu-bohu autour du fait qu'ils sont allés à l'école, ils n'ont pas été, il n'y a pas eu d'enseignement, mais c'est normal qu'à un moment donné qu'ils soient manipulés parce qu'ils étaient oisifs. Je ne suis pas en train d'encourager, je suis en train de dire que cette situation nous inconforte et nous devons en sortir. Et pour en sortir, il faut beaucoup de responsabilités. Le chef de l'État a pris l'engagement de rendre l'enseignement gratuit. L'union sacrée, où tout Congolais est pris de patriotisme, doit accompagner cette vision.
qui ait une vision qui va au-delà de sa propre personne. Ah oui. Là n'est pas la question. Mais la question est de savoir nous le faisons comment. Comment y arrivons-nous en maintenant la qualité de l'enseignement? Et cette question, le gouvernement doit y répondre et c'est l'objet de ma question orale avec débat. Et j'attends impatiemment que le ministre vienne nous expliquer comment faisons-nous pour atteindre l'objectif qui est marqué noir sur blanc dans notre Constitution sans toucher à la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire, pour vous, la qualité de l'enseignement, on doit en tenir compte. C'est la qualité ou rien. S'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité. Si nous sommes responsables, nous devons l'admettre. Si Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si on construisait des écoles, on arrivait à mettre cette qualité en bonne et due forme, mais que les enseignants resteraient à cette salaire au moins de 200 quelques dollars, il n'y aura pas encore un problème? Écoutez, il y a plusieurs choses à faire. Et je les ai énumérées parce qu'on a fait quand même 20 à 30 minutes sur le sujet. Ah oui. Là, vous êtes en train de parler des problèmes logistiques. On peut construire des salles de classe, mais lorsqu'on va construire des salles de classe, ça veut dire qu'on pourra revenir à un ratio normal de 20 à 30 élèves par classe. Effectivement. Si on a un plan triennal ou biennal de logistique en termes d'infrastructure, hein, le gouvernement peut bien s'y engager. Mais lorsqu'il y aura de nouvelles classes, il faudra de nouveaux enseignants. Effectivement. Pour ces classes-là. C'est-à-dire il faudra mécaniser d'autres enseignants. Donc, déjà, diminuer la charge de travail des enseignants actuels, c'est avancer. Donc, tout ce qui va dans la direction de faire avancer ce projet, il faut l'adopter. Parce qu'il y a un professeur qui arrive, comme je vous le dis, un enseignant, qui se retrouve avec une classe de 100 élèves, alors qu'il avait une classe de 30, et il est moins payé. Donc déjà, si vous engagez plusieurs professeurs, vous allez contribuer à la réduction du chômage parce que vous allez mécaniser plusieurs autres enseignants. Ah oui. Vous avez déjà avancé. Maintenant, la question de la prise en charge des enseignants, c'est une question qui n'est pas simplement liée au salaire. Vous pouvez aussi imaginer, parce que je vois qu'il y a un projet de couverture universelle de santé, envisager que ces enseignants soient pris en charge et leurs familles sur le plan de la santé. Mais voir aussi, parce qu'il y a accroissement des recettes, dans quelle mesure on peut rencontrer au maximum un compromis sur une hausse éventuelle qui satisferait tout le monde ou qui permettrait à tout le monde de survivre pendant que l'État va de manière continue chercher à augmenter ses salaires par l'accroissement des recettes. Donc il faudrait que ce soit inscrit dans la durée, que ce soit un projet et que chaque année, il y ait une révision qui va dans le sens de rencontrer le minimum vital requis pour qu'un enseignant transmette le savoir à nos enfants. Et comme je le dis, ce sont eux l'avenir de ce pays et nous ne devons pas jouer, nous ne devons pas tâtonner avec ce problème. Alors on ne peut pas tâtonner avec la gratuité de l'enseignement, on met à côté ce débat, ce sujet de la gratuité d'enseignement. On entame maintenant l'union sacrée depuis que le chef de l'État avait appelé certaines autorités de la politique, de la classe politique de chez nous. On a vu votre président Jean-Pierre Mbemba, on a vu Moïse Katumbi et les autres Bahati signer autour du chef de l'État pour au moins faire avancer les choses. On a un gouvernement Osama Lukonde. Aujourd'hui, le gouvernement, est-ce que ce gouvernement arrive à répondre vraiment aux attentes de la population? Parce que on a vu que rien est en train de changer. Écoutez, nous avons un gouvernement de l'Union sacrée. Ce gouvernement s'est assigné une mission. Nous l'avons investi sur base d'un programme. Et le gouvernement s'emploie à réaliser ce programme, qui est un programme ambitieux. Il y a des avancées en ce qui concerne la mobilisation des recettes. Personne ne peut nier, en tout cas si nous en tenons aux chiffres qui sont donnés par le ministre des Finances et qui sont publiés sur le compte officiel du ministère des Finances. Mais rien ne bouge, hein, malgré cette publication de chiffres. Je préfère commencer par ce qui fonctionne. Ah oui. Nous voyons qu'avec la présence de l'IGF ou l'activisme de l'IGF, il y a beaucoup de détourneurs qui se sont retractés, il y a beaucoup qui se sont fait arrêter. Ce sont des choses qui sont positives. Maintenant, le petit peuple, celui qui se réveille le matin pour aller vendre du pain, celui qui doit prendre son transport pour aller travailler dans une usine à Kingabois, celui qui doit ouvrir sa cabine pour vendre des unités, ne sent pas encore l'impact de l'action gouvernementale. Et je suis d'accord avec vous aujourd'hui de dire qu'en termes pratiques, c'est-à-dire dans la vie au quotidien, il n'y a pas d'amélioration.
Maintenant, il y a des approches structurelles qui produiront certainement des effets. Le chef de l'État a dit d'ici 2022, il y aura des effets. Espérons que ces effets vont arriver, mais c'est vrai qu'actuellement, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan socio-économique, avec la problématique de la rame, la problématique du prix des denrées alimentaires, on peut dire aujourd'hui que si vous faites un sondage, les Congolais de manière générale vont vous dire qu'ils ne jouissent pas encore ou qu'ils n'ont pas encore palpé l'efficacité du gouvernement dans leurs assiettes, l'efficacité du gouvernement dans leurs poches, l'efficacité du gouvernement dans leur business. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est quand même assez difficile, mais on voit qu'il y a de la volonté, peut-être pas le savoir-faire que nous voulons. Mais la volonté, on doit les pousser à faire la davantage. volonté, on n'arrive pas à répondre aux attentes de la population. Cette question de rame, vous avez vu, la population s'est dit, vous, le politique, le député qui représente cette population, vous avez eu à protéger le ministre de Pétantique. Il n'a pas été protégé. Je pense qu'il a été fortement humilié. C'est vrai que... Fortement humilié, mais la décision finale, beaucoup la auraient population. souhaité une motion de censure. Malheureusement, nous sommes dans un jeu démocratique au Parlement. Elle n'est pas passée. Mais je vois que le gouvernement a pris à bras le corps et s'est mis à pied d'œuvre, notamment parce qu'il dit que 75% des téléphones en circulation sont sur la fréquence 2G et la rame ne les concerne plus. Ça veut dire que ces personnes-là ne vont pas payer la rame, donc ces personnes-là sont allégées, mais il reste les 25%. Et en ce qui me concerne, je me battrai et je continuerai à batailler parce que nous aurons bientôt la session ECOFIN pour que la rame soit supprimée. Donc c'est un chemin que nous parcourons. En tout cas, moi je suis de ceux qui ne soutiennent pas la rame. J'estime que c'est une taxe de trop qui est inutile et derrière laquelle il n'y a pas de service. J'estime qu'en termes de traçabilité, en termes de nomenclature, ici par exemple, on ne sait pas si c'est une redevance, on ne sait pas c'est quoi l'assiette fiscale, la DGRAD n'est pas impliquée et je suppose et je pense que la RPTC n'est pas un service d'assiette. Donc toutes ces questions-là doivent être élucidées parce qu'elles ne le sont pas. J'estime que pour moi, en ce qui me concerne, Jean-Jacques Mamba, j'estime que la rame doit être carrément, ou la taxe ou la redevance liée à la rame doit être carrément supprimée. Mais les autres pensent c'est une bonne chose, mais le problème c'est juste l'orientation. On a mal orienté ça. Ça dépend. Aide. Il faut inculquer les Congolais à cette idée de payer la taxe en moins. Nous sommes dans une démocratie. Je pense que lorsque vous payez une taxe, que vous payez une redevance, vous avez droit à une explication claire, non seulement du but poursuivi, mais aussi de l'affectation. Aujourd'hui, très peu de personnes sont en mesure de vous dire à quoi sert cet argent ou à quoi il a servi jusque-là. Très peu de personnes peuvent vous expliquer ce que la ROM, ce que la ROM fournit comme service. Dans ces conditions-là, je ne vois pas pourquoi on devrait la maintenir jusqu'à ce que ces questions-là soient élucidées. Et d'ailleurs, je fais partie du groupe qui avait demandé la suppression et un moratoire pour avoir des questions ou des réponses à ces questions-là bien précises. Sur l'affectation et sur l'utilité ou sur les services qui sont liés à cette redevance. Alors, vous avez parlé, cette population, il y a une volonté qui se manifeste pour au moins améliorer des choses, mais jusqu'à quand? Parce que c'est ça aussi, cette grande question que la population se pose. Nous sommes habitués aux promesses de politique et ces promesses qui n'arrivent pas à se réaliser. Souvent, vous avez parlé de mois de recettes qui sont en train de se multiplier, mais beaucoup pensent que ces recettes aident que vous, le politique, à vous prendre en charge au lieu de la population. Je vous donne des secteurs. Aujourd'hui, par exemple, il y a une institution qui fonctionne comme un incubateur et qui met à la disposition des jeunes entrepreneurs des crédits sans garantie hypothécaire. Il y a des créations d'entreprises, malheureusement, cela n'est pas trop mis en valeur, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas souvent. Mais il y a une structure, malheureusement je n'ai pas le nom, qui fonctionne et d'ailleurs qui va nous rendre compte incessamment et qui encadre les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire des universitaires qui ont des projets bancables, générateurs d'emplois et de recettes et qui peuvent, si vous voulez, participer à la résorption du chômage. Parce que nous avons quand même un taux structurel assez élevé de plus de 90%. Ah oui. C'est positif. Mais c'est vrai que pour le reste, nous devons nous le dire, les problèmes qui minent ce pays, ce sont des problèmes d'insécurité, parce que les problèmes d'insécurité empêchent à ce que les investisseurs, nonobstant tous les voyages que le chef de l'État fait à l'étranger, ces investisseurs sont restés timides. Au fait, pour résorber la situation du chômage, qui, elle, aura un impact direct sur la vie sociale des gens, il faut que les gens travaillent, que l'État ait plus de moyens.
Mais il faut que les investisseurs arrivent. D'une part, il faut promouvoir les investisseurs congolais. Je viens de vous donner un exemple au travers de cette structure en incubation qui prend en charge les entrepreneurs sans garantie, donc qui va permettre aux gens de créer des entreprises, mais ce ne sera pas suffisant. Nous avons besoin dans ce pays des grands investisseurs, comme il y a en Côte d'Ivoire, comme il y a au Ghana, comme il y a un peu partout. Et nous devons mettre beaucoup de sérieux dans notre fiscalité, dans notre traçabilité des recettes de l'État, pour donner le maximum de garanties, mais surtout de stabilité, avec cette question d'état de siège et de guerre à l'Est, pour que les investisseurs puissent, quand ils viennent chez nous, se projeter à long terme. Parce que quelle est la problématique de notre pays ? C'est que lorsque les gens viennent et que la taille de l'investissement est très grande, la première question est de savoir comment est-ce qu'il a son ROI, Return on Investment. Ça veut dire comment est-ce qu'il fait pour récupérer son argent et sur quelle durée. Et ces questions-là, lorsqu'elles sont posées, les réponses doivent être des réponses de stabilité, doivent être des réponses de fiscalité attrayante et ainsi de suite. Donc nous n'avons pas encore ce genre de réponse, c'est-à-dire que notre fiscalité n'est pas des plus attrayantes et nous y travaillons. Nous, à l'ECOFIN, tous les ans, ça fait 2 ans qu'on essaie d'améliorer le cadre des affaires, notamment en ce qui concerne la fiscalité, mais aussi la stabilité politique. Parce que la stabilité politique en Afrique pose problème. Vous savez, nous sommes un continent à 54 pays qui, pour la majorité, sont parmi les pays les plus pauvres au monde. C'est-à-dire que l'Afrique est le continent le plus pauvre au monde. Ça veut dire que ces problèmes de pauvreté et d'investissement massif des grandes sociétés se posent partout. Mais la particularité de notre pays, c'est que nous avons le potentiel. Mais malheureusement, nous sommes minés par l'instabilité, minés par les détournements, minés par le comportement de nos politiques qui ne donnent pas, qui ne font pas de ce pays un pays qui offre les garanties nécessaires pour attirer des investisseurs sérieux et permettre à ce que nos jeunes et tous ceux qui désirent et tous ceux qui ont la formation pour postuler pour un emploi puissent avoir du travail. Alors, vous parlez de l'instabilité politique avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce le problème aussi du Congolais, c'est ne pas l'amour, parce qu'on nous acquise, nous les Congolais, de ne plus avoir l'amour. Quand il voit que l'un ou bien son ami est à une place que lui aussi préférée, alors il faut mettre de calme, faire quoi que ce soit pour qu'il puisse tout simplement échouer. Bon, vous savez, en ce qui concerne la politique, les sentiments ne jouent pas. Mais aujourd'hui, on le voit au moins, hein? On le voit au moins parmi nos politiciens. Dans le monde entier, dans tous les pays du monde, il y a toujours des querelles politiques. Parce que le principe est simple. Ceux qui sont au pouvoir ne font jamais assez, et ceux qui ne sont pas au pouvoir prétendent faire mieux. C'est ça même le charme, c'est ça même la dialectique de la vie politique. Effectivement. C'est-à-dire, vous avez une opposition et vous avez une majorité. Une majorité. Ceux qui sont au pouvoir, des fois, ils sont dans un sentiment d'autosatisfaction. Ceux qui n'y sont pas estiment que ceux qui sont au pouvoir ne font pas assez et que eux, lorsqu'ils arriveront au pouvoir, ils feront mieux. Et ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'ils le perdront, ils feront la marche comme aujourd'hui, Chadari, tout le monde fait la marche, parce qu'eux aussi estiment que ce que le pouvoir fait, ce n'est pas assez, ou ce qu'il fait, il le fait mal. Donc ce n'est pas une question d'amour en politique. Nous n'avons pas besoin de nous aimer. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de respecter les lois. En commençant par le président de la République jusqu'aux huissiers, policiers, militaires, politiciens, parlementaires, députés comme sénateurs, magistrats. Tout le monde doit... La loi est un contrat social qui nous permet de vivre ensemble. La Constitution est notre contrat social. Ce n'est pas une question d'amour. Vous ne pouvez pas obliger... Est-ce que vous pensez, Jean-Jacques Mamba, vous pensez qu'aujourd'hui, tout ce que l'opposition, on a vu, Minakou, les autres aujourd'hui marcher, vous pensez qu'ils sont en train de marcher parce qu'on n'a pas respecté la loi? Ou bien ils marchent pour leurs intérêts? Je répète, la politique, c'est un jeu d'intérêts. C'est une dialectique de querelle. Aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir, ils sont dans l'opposition. Ils estiment, et ils ont le droit de l'estimer, et ils ont le droit de se manifester pour dire que le pouvoir en place, notamment l'Union sacrée, ne fait pas les choses comme il se doit, l'Union sacrée viole les lois, et ainsi de suite. C'est de bonne guerre. Alors D'ailleurs, il y a une loi portant statut de l'opposition. Notre Constitution prévoit qu'il y ait une opposition, et cette opposition peut s'exprimer. Donc je ne suis pas là pour dire ou pour juger des motivations ou
de la réalité politique qui expliquerait pourquoi ils sont dans la rue. Je suis là pour constater qu'ils exercent un droit qui est fondamental, qui est un droit consacré dans la Constitution, et qu'ils ne sont pas les premiers à avoir exercé ce droit, parce que nous l'avions exercé aussi. L'UDPS l'a exercé à l'époque pendant 37 ans d'ailleurs. Donc c'est un droit qui doit être garanti et nous pouvons constater qu'ils usent de ce droit conformément à la Constitution. Est-ce que les revendications sont correctes, normales, quand vous les attendez? Parce que c'est sur cette question du président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, la dépolitisation de la CENI, ils ont invoqué la question de retour des enfants à l'école, dire non à M. Kadiman. Est-ce que vous pensez que l'air de marche est correct? Je pense que, par exemple, concernant la question des élèves, je vous dis que je souffre du fait que ça fait 45 jours que j'ai déposé une question orale avec débat pour le ministre Tony Mwaba, que le bureau d'études a donné son avis favorable, mais qu'elle n'a jamais été classée. Si je pouvais sortir aujourd'hui, j'allais marcher juste pour cette question. Parce que j'estime que nos enfants doivent aller à l'école, mais aussi pour y recevoir un enseignement de qualité. Il y a un autre groupe qui va marcher parce qu'ils estiment que Kadima ne devait pas être à la tête de la CENI. C'est leur droit. Ils ont leurs arguments. Il y a un autre groupe qui vont marcher parce qu'ils estiment que l'état de siège doit s'arrêter et que l'état de siège n'a pas rencontré les ambitions de paix et de stabilité de la région. C'est leur droit. Donc je n'aimerais pas être dans une posture où je jugerais les motivations des uns et des autres, où je donnerais des points pour dire ils n'ont pas raison, ils ont raison. Mais là, Chacun a son argument. On vous accuserait d'être hypocrite au sein de l'Union sacrée, si vous arrivez à le faire. Non, il faut être fidèle. Vous savez, le problème de ce pays, c'est que les gens pensent que nous devons être fidèles, même lorsque la situation n'est pas bonne. Il faut être fidèle à des principes. C'est des principes qu'il ne faut pas trahir. Les principes de la bonne gouvernance, il faut être fidèle à ces principes. Lorsque vous êtes dans un groupe et que les choses ne se font pas bien, il faut avoir le courage de dire qu'elles ne se font pas bien. D'ailleurs, pour votre information, que ce soit le ministre des PTNTIC, que ce soit le ministre de l'EPST, ont tous été questionnés par des députés de l'Union sacrée. J'en fais partie. Je pouvais aussi dire, mais non, ça c'est notre ministre, on va laisser les choses en l'état. D'ailleurs, je fais une forte pression pour que cette question-là passe. Donc, ce n'est pas parce qu'il est de l'Union sacrée que nos enfants qui ne font pas la politique, que leurs parents qui ne sont pas tous de l'Union sacrée, qui ne sont pas de l'UDPS, devaient payer le prix de notre loyauté à un idéal que nous ne rencontrons même pas. Effectivement. Parce que le chef de l'État, lorsqu'il s'exprime, lorsqu'il prend le pouvoir, et lorsqu'il s'exprime, il veut aller dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et nous devons l'aider. Lorsque ça ne fonctionne pas, nous devons avoir le courage de dire, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, voilà la situation, voilà ce que nous constatons. Parce que les autres ont peur de dire certaines choses que les autres pensent tout bas, très haut. Pourquoi? Parce qu'ils seront accusés comme de traîtres. Notre pays à cause de la peur. Allons-nous sacrifier l'avenir de nos enfants parce que nous avons peur? Non. Ce pays appartient à tout le monde. Et je ne pense pas que même le président de la République, lorsqu'on lui apprend que des élèves ne sont pas allés à l'école, il jubile. Je ne pense pas que le chef de l'État, lorsqu'il est devant son écran, il voit la lauréate, comme il y a une année, qui disait « Je suis lauréante ». Je pense qu'il n'en est pas fier. Donc, il ne faut pas ici penser qu'être fidèle au chef de l'État, être fidèle à l'union sacrée ou être fidèle à sa famille politique, c'est lui donner un carton blanc, lui donner carte blanche pour que, en cautionnant les irrégularités, en cautionnant ce qui ne fonctionne pas, parce qu'à la fin, il y aura un bilan. Il y aura un bilan à assumer. Est-ce que nous allons assumer un bilan sans être battus avant de le présenter, pour que les choses fonctionnent dans le sens des objectifs qui ont été préalablement fixés, notamment à la création de l'Union sacrée. Ouais. Donc, est-ce que nous devrions attendre à la fin du bilan pour s'en justifier, ou lorsqu'il y a des tirs qu'on peut corriger, lorsqu'il y a des actions que nous pouvons corriger, nous allons nous exprimer, demander à nos ministres
de faire de leur mieux pour recadrer leur action de sorte de remplir l'objectif préalablement fixé à la création de l'Union sacrée. Donc je pense que la question de la peur n'est pas aux antipodes des objectifs. La question de la peur, si vous voulez, c'est un cancer qui mine. Vous savez, en Europe, vous allez constater, dans les pays développés, vous allez dans le camp de Macron, vous allez dans le camp de la droite, de la gauche aux États-Unis, vous allez voir des personnes qui sont dans le parti républicain, mais qui sont contre Trump. Ben aujourd'hui, en RDC, si vous le faites, vous payez le pot cassé. Mais raison pour laquelle ces pays-là avancent, parce qu'un pouvoir prospère dans la critique. Un pouvoir se construit, il construit un résultat solide dans la critique. Un pouvoir qui se construit dans les applaudissements, dans les vénérations, dans le djalilisme, c'est un pouvoir qui va droit au mur. C'est ce qui a d'ailleurs fait chuter le FCC aujourd'hui, qui est en difficulté. En difficulté. C'est parce que nous avons tous vu comment est-ce que M. Kabila était appelé Raïs, il était appelé Sissa Bidimbu, et on lui a donné tous les noms possibles pour lui expliquer que ce qu'il faisait était extraordinaire, en le coupant des réalités du pays, alors que la population constatait que le président de la République et son gouvernement étaient à côté de leurs attentes. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi est sur un bon chemin? Le président de la République a de bonnes intentions. Mais notre responsabilité en tant que politique, notre responsabilité en tant que membre de l'Union sacrée, notre responsabilité en tant que Congolais, c'est de l'accompagner chacun à son niveau, c'est-à-dire nous en tant que parlementaires avec des bonnes lois, des bons contrôles parlementaires, pour que les objectifs préalablement assignés soient rencontrés. Ça, c'est notre responsabilité. Nous n'avons pas la responsabilité de venir applaudir et dire au chef de l'État que tout va bien tous les jours. Mais c'est qu'on voit comme le contraire, hein, Jean-Jacques Bamba. Je pense vous accuse, vous, le député, de ne plus faire un bon travail au sein de l'Assemblée nationale. J'ai une question orale qui a été déposée. Parce que je ne suis pas d'accord avec l'action gouvernementale sur cette question-là. Je vous ai aussi dit les choses qui fonctionnent. Je vous ai dit, par exemple, qu'il y a maintenant un incubateur pour recevoir tous ces entrepreneurs congolais qui n'ont pas les possibilités, si vous voulez, de présenter des hypothèques pour obtenir des crédits auprès des banques. Lorsqu'il y a des avancées, vous pouvez compter sur Jean-Jacques Mamba pour en parler. Parce que ce sont des points positifs. Mais lorsque ça ne fonctionne pas, on ne va pas compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi pour que je dise que ça ne fonctionne pas. Pas parce que je me désolidarise, mais parce que j'apporte aussi des inputs. Ici, je ne me suis pas limité à dire que la qualité de l'enseignement, que la gratuité de l'enseignement était un échec. Je ne vous l'ai pas dit. Je vous ai dit que nous devons en faire un objectif. Parce que les autres, vous voyez au moins exceptionnel. Si c'était un autre député près du chef de l'État qui s'en mêle au moins dans le dialogisme, on n'allait pas voir le propos que vous faites sortir aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement, nous devons en faire un objectif. Nous devons l'atteindre. C'est notre responsabilité. Toute la question est de savoir comment nous le faisons en maintenant la qualité de l'enseignement. Ça, c'est mon propos. Si j'ai l'opportunité de rencontrer le chef de l'État, je lui dirai ce que j'en pense. Lorsque le ministre viendra, je ferai ma conclusion avec des recommandations pour dire non, voilà, moi j'estime qu'il faut faire ceci, ceci et cela. De sorte que le ministre puisse ajuster son action et que nous ayons des résultats à terme dans 1 année ou 2 années qui sont meilleurs que les résultats actuels. C'est ça le travail. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce pays, qui est le pays le plus pauvre au monde, où il y a 27 millions de personnes qui meurent de famine. Nous avons 27 millions de sous-alimentés dans ce pays. Nous ne pouvons pas continuer, lorsque les choses ne sont pas correctes, lorsque les choses ne fonctionnent pas correctement, d'induire le gouvernement ou le chef de l'État en erreur en allant applaudir pour lui dire que tout marche bien. Vous savez, lorsqu'on vous dit qu'après la RDC, c'est le Yémen, ça veut dire que nous sommes les plus affamés de la planète. Alors que nous avons des terres arables, alors que nous sommes irrigués par des eaux, alors que nous avons les matières premières les plus recherchées au monde. Mais ça veut dire qu'il y a des efforts à fournir. Et parler de ces efforts-là, ce n'est pas être traître. Être traître, c'est être conscient des efforts à fournir, ne pas en parler et applaudir. Et ça, Jean-Jacques Mamba ne le fait jamais. Alors Jean-Jacques Mamba ne le fait jamais. Dans quelques minutes, on aborde cette question de l'insécurité à l'est de la République, l'état de siège. Dernièrement, il y a un groupe armé qui a hier moins à faire de dégâts au niveau de Sud Kivu. On a hier moins, on parle. Vous avez au moins voté pour une autre prorogation. Certains députés n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce que rien n'avance. Mais une question se pose que
ces députés, ces gens qui ne veulent pas de l'état de siège, ont un autre plan qu'ils sont en train de soutenir? Écoutez, moi, les questions de sécurité, je les aborde avec beaucoup de De responsabilité réserve. et de réserve. Merci de m'avoir prêté le mot. Il m'arrive d'assister à la commission Défense et Sécurité. Je suis dans la salle lorsque le ministre de la Défense fait son rapport de la situation. Et je sais que les guerres, lorsqu'on parle d'armes, lorsqu'on parle de stratégie militaire, ça n'a jamais été du tic au tac. Vous savez, les États-Unis, la première puissance mondiale, a commencé une guerre en Afghanistan. Il y a une guerre qui a été entamée là vers Islamabad. C'est des guerres qui ont pris des années. Malgré tout le matériel sophistiqué et les moyens dont disposent les États-Unis. C'est une référence pour que nous comprenions que nous devons soutenir nos forces armées. Indépendamment de la personne qui commande les forces armées, indépendamment de qui il s'agit, la question de la guerre est une question qui est sensible. Nous avions commis l'erreur à l'époque. Nous étions dans l'opposition, ensemble avec l'UDPS. Et d'ailleurs, le chef de l'État l'a reconnu pour dire que cette situation est complexe. Très complexe. Nous disions avant, dans un langage simpliste, que dès que Kabila part, la guerre s'arrête. Nous avions dans notre rhétorique responsabilisé, stigmatisé M. Kabila, le sénateur à vie, en disant que c'est lui qui pilote la guerre à l'Est. Effectivement. Mais aujourd'hui, nous avons le commandement en tant qu'union sacrée, le chef de l'État, le commandement des armées. Le chef de l'État contrôle la situation sur le terrain. À l'époque, je me rappelle, lorsque le ministre Mende disait que ce sont des terroristes, nous, les opposants, on disait que c'est n'importe quoi, ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des Rwandais parce qu'ils veulent bacaniser le pays, des Ougandais, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je crois que cette rhétorique est maintenue parce que nous avons vu des Chebabs et des mouvements islamistes à l'est du pays. Donc j'invite tous les Congolais, quel que soit leur bord, à soutenir nos FARDC, indépendamment des résultats qui peuvent être aujourd'hui considérés comme étant mitigés, même si moi je n'ai pas les statistiques pour me prononcer clairement sur la question. Mais nous n'avons pas de choix que de soutenir, parce que chaque jour qui passe, c'est un de nos frères ou une de nos sœurs qui meurt. Mais on a qui, Jean-Jacques Maman, on a qui seulement, c'est nous les Congolais qui sont derrière cette situation à l'Est, parce que ce ne sont que des supputations. Nous ne voulons pas collaborer. Non, ce sont des supputations. Comment ça? J'ai ouï dire qu'il y a des personnes qui collaborent, effectivement. On a présenté certaines personnes, certains de nos compatriotes qui collaborent avec des rebelles. Il faut savoir que l'état de siège, c'est la solution ultime prévue par la loi ou par la Constitution lorsque la situation sécuritaire dépasse les limites de ce qui peut être géré normalement, c'est-à-dire avec une armée régulière, qui travaillerait aux côtés d'une administration civile. L'état de siège, si vous voulez, annule une administration civile, place une administration militaire qui gère et le côté des aspects financiers et ainsi de suite, et le côté du terrain, parce qu'on estime que la situation est telle que l'armée doit prendre en charge tous ces aspects pour mieux contrôler l'ennemi et l'anéantir. C'est ça par définition l'état de siège. Et il y a aussi la restriction des libertés. Ça veut dire que pendant un état de siège, on peut vous dire que tout le monde reste chez soi à 17h. Lorsque vous critiquez l'armée, même si vous avez des immunités, on vous arrête. Je veux dire que c'est la solution ultime. Mais je suis de cœur avec le député Kasweka, avec tous les députés de l'Est qui estiment que les choses ne sont pas faites comme ils le veulent ou que nous n'avons pas fait assez. Mais j'exhorte à soutenir nos FARDC en continuant à faire la pression, sur le gouvernement pour qu'on donne plus de moyens, en collaborant pour annihiler l'ennemi, parce qu'il en va de l'avenir de ce pays dans la configuration actuelle. Alors, une question, est-ce que doit-on aussi, avant de clôturer ces débats sur l'état de siège, doit-on aussi encore compter sur le plan diplomatique, malgré tout ce que vous avez parlé, collaboration entre nous Congolais, il faut se dire certaines vérités. Est-ce doit-on continuer avec le plan, sur le plan diplomatique, au moment où on connaît au moins certaines personnes, certains de nos pays qui nous entourent,
qui nous attaquent. Nous avons Jour et l'obligation d'être en bon terme avec tous nos voisins. Cela ne nous empêche pas de former une armée dissuasive. Même s'ils nous attaquent, hein, on ne doit pas leur dire la vérité en face. Je me répète. Nous avons l'obligation, le devoir d'être en bon terme dans la mesure du possible avec tous nos voisins. Dans la mesure du possible, je dis bien. Cela n'est pas incompatible avec l'érection d'une armée ou l'érection et l'organisation d'une armée dissuasive. C'est-à-dire que assurer la sécurité de nos concitoyens n'est pas incompatible avec le fait qu'on ait des bonnes relations diplomatiques avec les voisins. En d'autres termes, ce n'est pas le fait aujourd'hui qu'on se déciderait de couper les relations diplomatiques avec tel ou tel autre pays que la situation sécuritaire va s'améliorer. La situation sécuritaire ne va s'améliorer que lorsque nous, Congolais, lorsque notre armée sera en mesure d'éradiquer toutes les poches d'insécurité et assurer la sécurité de nos concitoyens. Mais les questions diplomatiques peuvent être réglées simultanément. Si nous estimons qu'il y a un de nos voisins qui ne respecte pas, parce que nous avons aussi des organisations supranationales, nous avons la CRGL, nous avons la SADC, ainsi de suite. Si dans ce cadre-là, nous estimons qu'un des voisins ne respecte pas la charte et qu'il faille arrêter ou rompre ou suspendre les relations diplomatiques, ce qui s'est déjà fait plusieurs fois, c'est la responsabilité du gouvernement et du chef de l'État de prendre cette décision. Mais en ce qui me concerne, Jean-Jacques Mamba, je ne fais pas le lien entre les relations diplomatiques et la sécurité de nos concitoyens. Il n'y a pas de corrélation qui soit établie ou qui, fût-elle apparemment et sur la place publique, il y a une propension comme ça à se dire que c'est le Rwanda, pour ne citer que ce pays, qui est derrière le Rwanda et l'Ouganda, qui sont derrière les ADF, qui les soutiennent comme base arrière, mais ça n'enlève pas notre responsabilité à assurer la sécurité de nos concitoyens. Ça n'enlève pas notre responsabilité. Jean Bamba, on va se mettre debout pour clôturer notre émission. Juste quelques questions qu'on m'a dit de vous poser. L'un de tes téléspectateurs m'a dit, Jean-Jacques Mamba, il était un monsieur qui disait certaines vérités, des choses correctes devant, voyez à la télévision, intervenir tout le temps. Pourquoi Jean-Jacques Mamba ne plus comme le Jean-Jacques Mamba d'hier? Il a eu peur. Avez-vous entendu un Jean-Jacques Mamba qui était différent de celui que vous connaissez? Parce qu'on vous dit, ces derniers temps, on ne vous voit pas comme dans vos arguments, comme dans le passé. Vous venez de me suivre. Est-ce que vous pouvez dire que j'ai été différent de ce que je disais dans le passé? Ça fait 15 ans que je dis les mêmes choses. C'est aux téléspectateurs de juger. Mais comme ils auront suivi l'émission, ils ont déjà la réponse. Parce que je vous ai dit exactement ce que je dis il y a 10 ans, il y a 15 ans, je suis resté la même personne. Alors, aujourd'hui, vous voyez Obamina Kouchadari à côté de Martin Fayoulou, c'est réunir ensemble pour lutter. Ça vous fait quoi? Ce sont des Congolais. Qu'est-ce que ça fait aux gens de voir à l'époque M. Kabila, Joseph, aux côtés du président Tshisekedi de l'UDPS? Ce sont des Congolais. À un moment donné, s'ils partagent une vision, ils partagent un intérêt commun, on ne va pas empêcher à des Congolais de se mettre ensemble pour matérialiser leurs prétentions, matérialiser, si vous voulez, cet accord sur ces intérêts-là. Donc je pense qu'il ne faut pas dramatiser la situation. On a vu Mobutu avec Papa Tshisekedi à un moment donné, et puis ils n'étaient plus ensemble. M. Tshisekedi est devenu opposant. Donc je veux dire que dans la vie politique, il y a toute cette gymnastique-là qu'il faut accepter. Maintenant, chacun peut interpréter comme il veut, on peut donner des avis, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contrat social que nous avons pris, ou l'engagement que nous avons pris en tant qu'Union sacrée, de rencontrer les préoccupations de la population en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne la démocratie, la liberté d'expression, en ce qui concerne la situation socio-économique, en ce qui concerne l'emploi, et ainsi de suite. Je pense que ce sont des choses qui intéressent davantage nos téléspectateurs et nos concitoyens. Maintenant que tel s'est mis ensemble avec tel autre, tant mieux. Mais est-ce que nous avons pour autant une réponse aux questions que je viens de poser, de sécurité, socio-économique? Ce sont ces réponses-là que nous cherchons. Alors, MLC, la santé de votre parti politique? Mon parti se porte bien, il est dans les institutions, il est au Parlement, il est au Sénat, il est dans l'Union sacrée, le président Bemba se porte bien. Et pour 2023? Je souhaite qu'il soit candidat, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis... Et ça sera impossible. Vous dites? Ça sera impossible. Ça, c'est mon souhait. On verra bien ce qui va se passer en 2023. C'est-à-dire vous n'allez pas soutenir Félix Tshisekedi? Vous savez, nous avons un parti qui décide au travers d'une structure qu'on appelle le Congrès. Ce Congrès se réunit tous les 5 ans. Notamment en 2023, nous aurons un Congrès.
Et la décision du Congrès vous sera communiquée. Je ne peux pas me substituer au Congrès de mon parti. Mais parce que vous souhaitez déjà. Vous souhaitez déjà. Je ne peux pas m'exprimer ou me substituer au Congrès. Je n'exprime qu'un souhait en tant qu'individu. Je ne suis même pas porte-parole. Et Jean-Pierre Mbemba soit candidat aux élections. Je ne suis même pas porte-parole du parti, donc j'exprime un souhait comme n'importe quel Congolais et je ne pense pas être le seul à émettre ce vœu-là de voir le président Jean-Pierre Mbemba être candidat. Merci beaucoup, honorable Jean-Jacques Mamba, député national, d'accepter notre invitation de Carte sur table. C'était un plaisir. Merci à tous ceux qui nous ont regardés partout en République démocratique du Congo et aussi dans le monde entier, de nous regarder en Amérique, en Europe. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Carte sur table, c'est le plaisir de dire. Merci.